Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Oui. C'est toujours un plaisir d'intervenir pour la FSU avec laquelle les associations féministes travaillent sur de nombreuses mobilisations. Notamment, vous avez très certainement entendu parler lors de cette séquence du 25 novembre du fameux projet de loi intégrale. Pour ce projet, nous avons formé une coalition avec des organisations de défense des droits des femmes, des organisations de protection de l'enfance et des syndicats, donc la FSU, la CGT et Solidaire. Depuis plus d'un an, nous nous mobilisons, nous portons 140 mesures pour une réponse qui soit vraiment holistique, qui soit complète sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, les violences sexuelles en particulier, puisque c'est vraiment un angle mort des politiques publiques et c'est un phénomène qui est massif et sur lequel règne une impunité qui est quasi totale, puisqu'on estime que moins d'1% des violeurs sont condamnés à des peines de prison. Donc, suite à cette mobilisation qui date, comme je vous l'ai dit, de à peu près 1 an et demi, nous avons pu travailler avec un groupe de parlementaires, de 80 parlementaires issus de 8 groupes politiques sur 11 représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc hors extrême droite, et puis hors certains partis qui ont refusé de se joindre à l'effort, donc nommément LFI. Mais avec ces 80 parlementaires, nous avons travaillé sur une proposition de loi qui a été déposée le 24 novembre, qui compte 78 articles qui traitent de la prévention, l'éducation, les actes d'enquête obligatoires et tout le parcours judiciaire des victimes, notamment une spécialisation de la justice à tous les niveaux, la lutte contre la récidive, la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles et l'exploitation sexuelle en ligne. Donc ça c'est des sujets qu'on va pouvoir traiter en partie aujourd'hui. Donc voilà, une proposition de loi qui est très complète, qui est accessible en ligne si vous souhaitez la consulter. Donc évidemment, les travaux se poursuivent pour qu'elle soit inscrite à l'agenda parlementaire et qu'elle puisse être adoptée. Et puis, il y a eu l'annonce d'un projet de loi d'Aurore Bergé, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur lequel on a très peu d'informations concernant le contenu et pour lequel aucun budget n'est associé. Donc ça, c'est une problématique pour nous, pour vous aussi, je l'imagine très bien. Évidemment, la question du budget, la question des moyens est au cœur de nos problématiques et sans budget à la hauteur, on ne peut pas pleinement lutter contre un phénomène qui est systémique, qui est massif, que constituent les violences contre les filles et les femmes. Donc aujourd'hui, la demande qui m'a été faite, c'est de centrer ma présentation notamment sur le phénomène de la prostitution des mineurs. La prostitution des mineurs, c'est une problématique qui est malheureusement en expansion et ça c'est dû à de multiples facteurs. Et puis, comme c'était dit en introduction, vos métiers vous amènent évidemment à être en contact avec des publics qui sont à risque. Et donc, je pense que c'est important effectivement d'avoir un certain nombre de notions sur les signaux, sur les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce genre de situation. Donc je vais essayer de vous présenter un état des lieux des enjeux actuels et puis surtout laisser du temps à la discussion pour pouvoir approfondir ce sujet, mais aussi d'autres sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les droits des femmes sur lesquels vous pourriez être intéressés. Alors, d'abord quelques mots sur Oser le féminisme. Je suis responsable du plaidoyer de cette association qui est une association nationale reconnue d'intérêt général, qui est une association de sensibilisation et de plaidoyer, qui a 12 antennes actives dans toute la France, donc une représentation territoriale qui fait, je pense, notre force, puisque du coup nous menons un plaidoyer au niveau national, mais aussi un ancrage dans l'ensemble du territoire. Enfin, pas l'ensemble, mais une bonne partie du territoire français. Nous avons, comme je le disais, des actions de sensibilisation, donc notamment ici à Paris, des Feminist Talk mensuels à la Cité Audacieuse, qui sont des événements, des conférences thématiques, et un Feminist Camp, qui est un week-end de formation annuel que nous organisons sur ces thématiques. Les sujets que nous traitons, notamment dans nos groupes de travail, sont la justice, une justice qui soit à la hauteur pour lutter contre les violences faites aux femmes, l'écologie et le climat, le lien à la porosité avec les questions de droits des femmes, un féminisme qui soit antiraciste et qui inclut pleinement les luttes intersectionnelles, une approche féministe de la pédocriminalité et de l'inceste, puisque la pédocriminalité et l'inceste sont des enjeux, la protection de l'enfance de manière globale est un enjeu féministe
féministes, étant donné que les victimes sont en grande partie des filles et étant donné que les mécanismes à l'œuvre de domination, d'emprise, d'impunité sont tout à fait similaires à ce qui peut être retrouvé dans des violences conjugales. Donc on parle souvent de violences intrafamiliales et les conséquences sur les victimes en termes de mécanismes psychotraumatologiques, conséquences sur la santé physique, etc. sont similaires également. La question des femmes lesbiennes qui sont très invisibilisées, qui subissent des violences multiples. Nous avons un journal féministe avec des thématiques qui sont traitées par trimestre et nous intervenons dans les collèges et les lycées. Parfois les écoles primaires, sur toutes ces questions de déconstruction des stéréotypes, lutte contre les discriminations, prévention des violences, etc. Alors l'une de nos actions importantes, c'est la lutte contre l'industrie pornographique, donc ce qui a été dit également en introduction. Depuis 5 ans, nous avons modifié nos statuts pour pouvoir rester en justice et parmi les procédures en cours que nous menons est une affaire qui s'appelle l'affaire French Bukkake. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'elle a été très médiatisée. Dans le cadre de cette affaire, nous accompagnons une 50aine de femmes qui sont parties civiles et nous sommes nous-mêmes aux côtés d'autres associations comme la Ligue des droits de l'homme, les Effrontés, le mouvement de Jeunie, partie civile. Donc cette affaire qui a été décrite notamment dans plusieurs dossiers dans le monde que je vous invite à lire parce qu'ils sont très bien documentés, ou dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur la pornocriminalité, en finir avec l'impunité. Cette affaire implique 17 producteurs et acteurs qui ont été mis en détention provisoire mais qui ont été relâchés depuis puisque la justice française est très lente. Et du coup, ils ont épuisé le temps maximal de détention préventive. Cette affaire concerne des femmes qui ont été ciblées sur les réseaux sociaux par des personnes qui avaient des faux profils, donc un faux profil de femme qui s'appelait Axel. Donc ces femmes ont été ciblées, il y a eu un processus de mise en confiance jusqu'à les entraîner vers des situations d'escorting où elles ont subi des violences sexuelles, puis des situations où elles ont subi des violences sexuelles filmées qui ensuite ont été mises en ligne et monétisées sur les plateformes pornographiques. Et donc je pensais que c'était intéressant en introduction de mentionner cette affaire parce qu'on va retrouver des mécanismes extrêmement similaires avec les évolutions actuelles de la prostitution des mineurs puisque le rôle des nouvelles technologies dans ce phénomène est extrêmement prééminent. Sur l'industrie pornographique, parmi nos combats, on a la lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographie, qui est la loi française depuis 2020, puis renforcée en 2024 par la loi LCN, donc sur la conscience dans l'économie numérique. Il y a un phénomène très intéressant sur l'exposition des mineurs à la pornographie, donc je pourrais vous expliquer pourquoi c'est important, les impacts psychologiques du visionnage de pornographie, de contenus qui sont pour leur vaste majorité extrêmement violents dès un jeune âge, puisque aujourd'hui l'âge moyen de visionnage de pornographie régulièrement pour les garçons est tombé à 11 ans, ce qui est extrêmement jeune, puisque beaucoup d'enfants commencent à avoir des smartphones aujourd'hui dès l'âge de 9 ans, enfin dès l'école primaire. Mais ce qui est intéressant que je voulais mentionner, c'est que l'industrie pornographique se rebelle tout à fait contre cette loi, avec 12 recours qui ont été portés par les plus grandes plateformes, 12 recours judiciaires contre la loi depuis 2020, et un refus d'appliquer la loi, donc la loi qui demande qu'il y ait un contrôle d'âge effectif, à savoir allant au-delà de la simple case qu'on coche pour dire qu'on a plus de 18 ans. Et donc des propositions techniques ont été proposées par la Commission européenne, par l'ARCOM. Cependant, il y a un refus de la part des plateformes de les mettre en œuvre, et notamment la plateforme Pornhub a décidé de quitter la France au nom de la liberté de la vie privée des usagers, parce que voilà, apparemment c'est contraire à la liberté, à la vie privée des usagers de vouloir protéger les jeunes contre ces contenus.
la raison qu'on lit entre les lignes, c'est que tout simplement le modèle économique de l'industrie pornographique repose sur l'exposition aux mineurs, qui constitue une large partie des consommateurs de pornographie et surtout qui développe des formes d'accoutumance à ces contenus. Et du coup, aux plus jeunes, on va toucher des publics, des consommateurs. C'est des consommateurs qu'on va pouvoir garder et qui vont dépenser souvent de plus en plus d'argent sur les plateformes. Donc pour arriver à la prostitution des mineurs. Donc tout d'abord, pourquoi cette présentation? Les personnels éducatifs et scolaires et plus largement l'ensemble des personnels qui sont en contact avec des publics et en particulier des publics jeunes sont en première ligne évidemment pour repérer ces situations de violence et d'exploitation sexuelle. Les mineurs victimes sont très souvent scolarisés. Donc on peut souvent penser qu'il s'agit de filles, d'adolescentes qui sont déscolarisées, qui sont complètement hors du système, mais ce n'est pas le cas. La majorité des victimes identifiés sont scolarisés. Donc il y a vraiment un enjeu à former les professionnels éducatifs pour pouvoir repérer les situations de risque. La prostitution des mineurs est en forte progression, je vous le disais. Évidemment, la FSU, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, est engagée dans la défense des droits des enfants et la lutte contre les violences. Donc je pense que c'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Donc de quoi parle-t-on ? C'est quoi la prostitution des mineurs? C'est toute situation où un adulte obtient un acte sexuel d'une mineure en échange d'une contrepartie. Donc ce mot contrepartie est important parce qu'on va au-delà de l'acte sexuel tarifé. On va au-delà de l'échange d'un acte sexuel par de l'argent. Parfois, on peut obtenir de l'hébergement, des cadeaux. Les cadeaux, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'un des biais par lesquels les mineurs vont être attirés dans la prostitution. Ça va commencer par des cadeaux avant autre chose. Ça peut être des repas, ça peut être aussi des promesses d'amour, d'affection, de sécurité, etc. Et donc tout ça entre dans le champ de la prostitution des mineurs. Et donc ce phénomène relève toujours, quoi qu'il arrive, de violences masculines, d'exploitation de vulnérabilité. Ça c'est très important parce que c'est le mécanisme des violences masculines. Et il y a toujours par l'agresseur l'exploitation d'une ou de plusieurs situations de vulnérabilité de la victime. Ici en l'occurrence évidemment l'âge et souvent pas que. Et une stratégie d'emprise et d'isolement. Donc ça c'est très important également. Et il y a toujours un processus de mise en conscience et de mise sous emprise qui va donner lieu derrière à la situation de prostitution. Donc ce que dit la loi évidemment condamne la prostitution des mineurs et puis elle considère aussi que tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans constitue un viol. Donc évidemment la prostitution des mineurs dans sa large part peut être poursuivie pour violence sexuelle, pour viol. Les acheteurs d'actes sexuels à des mineurs peuvent être poursuivis pour viol. Ça je le précise parce que c'est quasiment pas fait aujourd'hui. Cette loi qui concerne les enfants n'est pas appliquée dans le cadre de la lutte contre la prostitution des mineurs, où essentiellement les poursuites judiciaires vont se concentrer sur les proxénètes et les acheteurs d'actes sexuels, ceux qui finalement violent des enfants dans le cadre de la prostitution des mineurs, sont très rarement inquiétés et poursuivis. Et sachant que pourtant il y a ce qu'on appelle nous les féministes la clause Roméo et Juliette dans cette loi sur le seuil d'âge sur la pédocriminalité. La clause Roméo et Juliette, c'est celle qui vient dire que s'il y a une différence d'âge de 15 ans ou moins entre le ou la mineure et l'adulte avec qui le rapport sexuel a lieu, cette loi ne s'applique pas. Et il y a une exception à cette exception qui est s'il y a un échange d'argent ou une promesse de bénéfices quelconque, donc le cadre de la prostitution des mineurs, là la loi s'applique. Donc elle s'applique quoi qu'il arrive, quelle que soit la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits. Donc ça c'est quand même important de le souligner. Je ne vous cite pas tous les articles de loi, évidemment vous pouvez les retrouver sur Légifrance, mais le proxénétisme, comme l'achat d'actes sexuels, comme la prostitution des mineurs, alors pas pour les victimes mais pour les acheteurs,
et les proxénètes, donc tous ceux qui vont profiter de la prostitution des mineurs, est condamné en France. Je précise que ce n'est pas le cas des victimes parce que jusqu'en 2016, notre loi qu'on dit loi abolitionniste de la prostitution, il y avait ce qu'on appelle le délit de racolage où les personnes en situation de prostitution pouvaient être condamnées. Aujourd'hui, il y a une conception en France qui dit que les personnes qui sont dans ce système de la prostitution sont des victimes d'un système violent, d'une exploitation, et donc ces personnes doivent être protégées, accompagnées et non pas criminalisées. Et donc on a créé ce qu'on appelle les parcours de sortie de la prostitution ou PSP qui sont mis en place au niveau départemental, et donc les personnes qui sont dans le système de prostitution et qui le souhaitent, qui en font la demande, peuvent être accompagnées par des associations, et donc dans le cadre de cet accompagnement, il y a une aide financière qui s'appelle l'AFIS qui est très faible, je crois qu'elle est à moins de 400 € par mois, donc nous on demande qu'elle soit revalorisée au niveau du RSA ou du seuil de pauvreté. Ça fait partie des revendications de la loi intégrale qui sont également portées par la FSU. Et puis, dans le cadre de ces parcours de sortie, elles ont une aide, un accompagnement à l'accès au logement, à l'accès à l'emploi. Pour celles qui n'ont pas de titre de séjour, il y a la délivrance d'un titre de séjour provisoire pour qu'elles puissent sortir de la précarité et avoir de véritables alternatives. Parce que la conception derrière tout ça, c'est de se dire que les personnes qui se retrouvent dans ce système de la prostitution, ce sont des personnes qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de choix, qui sont exploitées soit parce qu'elles ont une vulnérabilité économique extrême, soit parce qu'elles ont été victimes de traite des êtres humains, etc. Donc il existe de nombreux mythes sur la prostitution des mineurs, donc je vais vous en citer quelques-uns pour préciser que ce sont bien des mythes. Donc tout d'abord, certaines mineures choisissent. Donc en fait, comme je viens de le dire, il ne s'agit jamais d'un choix, l'exploitation sexuelle. Donc il y a toujours une forme de vulnérabilité qui va être exploitée. Et pourquoi c'est très important dans le cadre de la prostitution des mineurs spécifiquement, c'est que, et je vais vous l'expliquer, à travers de nombreux mécanismes de glamorisation de la prostitution, passage par les réseaux sociaux, etc. Les mineurs qui sont en situation de prostitution, bien souvent, vont être dans une dynamique de je suis en contrôle, je gère, vont pas se considérer comme des victimes de violences sexuelles ou des victimes de prostitution. Et c'est quelque chose de très important dans le cadre de l'identification et de l'accompagnement de ces jeunes femmes ou de ces filles, c'est de comprendre que quoi qu'elles disent, en fait, c'est une situation de violence et il faut pouvoir déconstruire ça avec elles pour pouvoir les protéger. Si elle nie, c'est que rien ne se passe, donc de la même manière, mais c'est très facilement compréhensible parce que ça va toucher l'ensemble des formes de violence contre les filles et les femmes. Le fait qu'une personne nie ou minimise les violences qu'elle subit ne veut pas dire que ces violences n'existent pas, puisqu'évidemment il y a une mise sous emprise qui fait que c'est parfois très difficile de pouvoir libérer la parole. Cela ne concerne que les mineurs en grande précarité. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est très important. Il n'y a pas de profil type de la mineure en situation de prostitution. Pour beaucoup, elles sont scolarisées. Parfois, elles sont dans des familles de milieux socio-économiques où il n'y a pas de problème spécifique de précarité. Et du coup, évidemment, la précarité peut être un facteur de vulnérabilité exploité, mais c'est pas du tout, ce phénomène n'est pas du tout circonscrit à ces publics. Ça ne concerne pas l'école ou le service public, non plus, puisque évidemment, lorsqu'on est en contact avec ces publics, on doit pouvoir identifier, repérer les signes avant-coureurs. Parfois, on est vraiment en première ligne pour le faire, donc c'est extrêmement important. Les mineurs se mettent elles-mêmes en danger, donc ça, je vais vous l'expliquer plus précisément, mais il y a évidemment un ciblage, une prédation des mineurs, notamment en ligne aujourd'hui, et tout un processus pour les mettre sous emprise et pouvoir les entraîner vers la prostitution. Il s'agit surtout de réseaux mafieux, donc ça change beaucoup ces dernières années. C'est des acteurs individuels qui deviennent proxénètes et notamment des mineurs, des garçons mineurs, donc ça c'est très important. Les petits copains, les camarades de classe, etc., parfois dans les mêmes établissements scolaires, peuvent agir comme proxénètes de ces filles mineures.
Donc je dis beaucoup depuis le début filles mineures, femmes en situation de prostitution, parce que la vaste majorité des victimes, la très vaste majorité des victimes sont des filles et des femmes. Évidemment, il existe des garçons et des hommes en situation de prostitution. Par facilité de langage, je vais rester au féminin, mais voilà, il faut le dire aussi, évidemment, des garçons peuvent être exploités dans la prostitution également, mais c'est beaucoup plus rare. Et dans le cas des proxénètes, c'est quasi exclusivement des hommes et des garçons. Les proxénètes, le fait que les proxénètes soient mineurs ne veut pas dire que les situations soient moins graves. L'exploitation, les violences et les mécanismes psychotraumatiques qui sont associés sont les mêmes pour les victimes. L'exploitation souvent n'est pas sexuelle dès le début, il va y avoir une progression, il va y avoir des choses qui vont opérer par paliers et c'est ça qui va être une forme de piège qui va se refermer sur la mineure. Et les réseaux sociaux, évidemment, jouent un rôle prééminent dans ce phénomène. Donc je voulais mettre en lumière une étude qui a été menée en Seine-Saint-Denis. Je vous ai mis les références de toutes les études et documents que je cite à la fin du PowerPoint, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre en photo la dernière slide. Mais cette étude qui a porté sur 101 dossiers de mineurs suivis par l'aide sociale à l'enfance depuis en Seine-Saint-Denis, victimes de prostitution, donne un petit peu un état des lieux des publics qui sont concernés. Donc tout d'abord, l'âge médian du premier rapport prostitutionnel, il est à 15 ans. 50% des victimes ont été soumises à un proxénétisme actif, donc ce ne sont pas des jeunes femmes qui sont elles-mêmes allées, par exemple, directement sur OnlyFans, etc. Elles ont été influencées par un proxénète. Plus de la moitié des approches se font via les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, Snapchat et TikTok, qui sont les 3 plus grands réseaux sociaux en la matière. Et une forte proportion des jeunes victimes sont scolarisées. Mais donc c'est ce que je vous disais. Et ces victimes scolarisées, elles présentent toutes un absentéisme ou une chute des résultats très brutale. Donc ça, c'est un premier signe. Qui est repérable, par exemple, dans les établissements scolaires. Et donc, je vous l'ai dit, tous les milieux sont concernés. Donc, il n'y a pas un profil type. Les mécanismes d'emprise. Donc, je vous expliquais que il y a, dans la vaste majorité des cas, un processus de mise sous emprise progressive de la mineure en situation de prostitution. Souvent, ça va commencer par la séduction, des compliments, des promesses d'amour. Donc, on va profiter souvent de jeunes qui vont être en situation de demande affective. Peut-être, voilà, elles ont besoin d'affection, elles ont besoin d'attention, et c'est vraiment quelque chose qui va être un levier. Ensuite, il va y avoir dans une deuxième étape un isolement. Donc une fois qu'on a séduit, qu'on a créé ce rapport de confiance, on va isoler de tous les autres acteurs qui pourraient être susceptibles du coup de soutenir et d'accompagner la victime. Voilà, une défiance vis-à-vis des parents, vis-à-vis des adultes, par exemple dans l'établissement scolaire, vis-à-vis des amis. Donc la dépendance qui peut être soit affective, soit matérielle, et une introduction progressive à des actes sexualisés. Donc cette emprise, c'est important de le dire, est programmée, dans le sens c'est une stratégie consciente de la part du proxénète, y compris du proxénète mineur, et donc qui vise à créer cette dépendance émotionnelle, comme je vous l'ai dit. Donc de plus en plus de situations impliquent des garçons de 14 à 17 ans, ça je vous l'ai dit, qui sont souvent eux-mêmes exposés à des situations de violence ou qui peuvent imiter des modèles issus des réseaux sociaux. Donc là, sur les réseaux sociaux, les mineurs garçons sont souvent exposés à des contenus issus alors de manière très très large de ce qu'on appelle la manosphère. On pourra parler peut-être dans la partie questions-réponses du masculinisme en ligne, ce phénomène qui est vraiment en profonde expansion et qui cible en particulier les garçons, les adolescents. On l'a vu récemment en France avec des tentatives d'actes terroristes masculinistes par des hommes individuels très jeunes, 18 ans, 20 ans, et c'est le cas dans de nombreux pays du monde. Et donc c'est les mêmes phénomènes d'emprise progressive avec des vidéos qui bien souvent vont être au départ des vidéos de fitness ou de coach en séduction et qui vont de plus en plus amener les jeunes garçons vers des espaces où la violence, notamment la violence contre les filles et les femmes, est valorisée et donc où on va coacher ces jeunes garçons pour profiter de l'exploitation sexuelle de leur petite amie par exemple.
Et donc, on parle de la technique du loverboy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. J'ai appelé ça la stratégie du petit ami parce que j'aime pas trop les anglicismes dans ces cadres-là. Et donc, en fait, c'est vraiment utiliser des pressions affectives, capter les images sexuelles, donc demander par exemple à sa petite copine d'envoyer une photo nue d'elle et ensuite lui faire du chantage en lui disant si tu couches pas avec mon ami, je vais diffuser cette image. Le contrôle du téléphone, donc plus largement l'utilisation des nouvelles technologies joue un rôle très important dans ce phénomène, et le harcèlement, la violence, les menaces peuvent aussi intervenir. Mais souvent, avant la menace et le harcèlement, il y a vraiment ces techniques de séduction mise en confiance et de chantage émotionnel. Donc par exemple, ça va être pour aider le couple, la relation de prostitution. Juste cette fois, pour qu'on gagne un peu d'argent, pour qu'on puisse partir en week-end ensemble ou que sais-je, ce serait vraiment super que tu fasses ça juste une fois, etc. Et puis on le sait, une fois que cette première fois a lieu, c'est un traumatisme, et les mécanismes psychotraumatologiques qui sont associés comme la sidération, la dissociation, etc. vont faire que la jeune fille va être plus vulnérable à ce que ce phénomène se reproduise. Il y a aussi ce qu'on appelle un phénomène de prostitution 2.0, donc c'est la prostitution en ligne avec des plateformes, notamment OnlyFans, que je pense que vous avez toutes et toutes entendu parler de cette plateforme. Il y a aussi une plateforme Mime qui est tout à fait similaire à OnlyFans, sauf qu'elle prélève encore plus d'argent sur les revenus des créatrices et créateurs de contenu. Snapchat Premium, on ne parle pas assez de Snapchat, mais Snapchat c'est une application vraiment très problématique qui est beaucoup utilisée dans le cadre des violences faites aux femmes. Snapchat, ce sont des échanges de contenu qui disparaissent et qui sont cryptés, donc c'est très difficile de pouvoir prouver ce qui peut se passer sur Snapchat. Il va y avoir aussi un sentiment de sécurité des jeunes filles qui vont envoyer des photos d'elles intimes en se disant ça disparaît après, mais évidemment il peut y avoir des screenshots, etc. qui font que ces photos restent. Et puis il y a un mécanisme de carte, donc une carte géographique, une géolocalisation permanente sur Snapchat, et donc on peut choisir des personnes qui peuvent nous géolocaliser en permanence, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus normalisé dans les relations entre adolescents et adolescentes, se partager les mots de passe réseaux sociaux, se suivre à la trace comme ça par géolocalisation. Et donc évidemment dans des situations de relations qui sont problématiques, ça va renforcer l'emprise qui peut exister. Et donc, je vous l'ai dit, Instagram et TikTok, où là, il y a aussi une très grande normalisation de la sexualisation des adolescentes à travers des vidéos de danse, mais avec des tenues qui vont être sexualisées. Et ce sont des plateformes où des pédocriminels vont être à la recherche, justement, de jeunes filles qui vont pouvoir exploiter. Et donc, souvent, ce sont des personnes qui vont se créer des faux comptes. Donc, comme je vous le disais en exemple en introduction, avec une identité de femme par exemple, pour mettre en confiance, ou alors ils vont prétendre avoir le même âge que la personne à qui ils parlent, et souvent ça va être des compliments qui vont faire plaisir, puis ensuite ça va être des cadeaux, puis ensuite ça va être tu veux pas aller sur OnlyFans, tu vas voir c'est super, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, et de fil en aiguille on peut arriver jusqu'à l'acte physique. Et donc ça, c'est ce que je vous disais en intro aussi, ces plateformes pour les jeunes filles, elles créent une illusion de contrôle et d'autonomie. Et ça, c'est très important parce que du coup, lorsqu'on parle de prostitution, lorsqu'on fait de l'EVARS, et je vous parlerai d'EVARS en conclusion, donc d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, lorsqu'on parle de la prostitution de manière générale, les jeunes se sentent très à distance de la prostitution. Lorsqu'on parle de pornographie, c'est très différent parce que la pornographie est vraiment dans leur vie quotidienne, mais la prostitution, c'est quelque chose qui leur paraît très éloigné, et elles ne considèrent pas que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc d'échanger un certain type de vidéos ou d'images contre des cadeaux, etc., elles n'identifient pas ça nécessairement comme une forme de prostitution. Et donc elles pensent au contraire, et elles ne le pensent pas par hasard, elles le pensent parce qu'il y a une stratégie marketing pour leur faire penser, et je vais vous l'expliquer, mais elles pensent qu'au contraire, elles sont libres sur ces plateformes, et c'est elles qui font des choix, et c'est elles qui choisissent de poster ces contenus, et elles vont pouvoir gagner de l'argent, et avoir de l'autonomie financière vis-à-vis de leurs parents, et faire ce qu'elles veulent, etc., etc.
OnlyFans, c'est un modèle économique où la plateforme est rémunérée à la commission. Donc, c'est-à-dire que les plateformes prélèvent de l'argent sur chaque transaction qui est faite sur leur site. Pour OnlyFans, c'est 20% de chaque transaction. Pour Mime, c'est 25% de chaque transaction. Donc en fait, il y a évidemment un intérêt de la part de ces plateformes à ce que les contenus génèrent le plus possible de clics, de transactions monétaires. Et donc évidemment, les contenus qui génèrent le plus d'argent, ce sont les contenus sexualisés. Et ça, c'est intéressant parce que les plateformes, que ce soit OnlyFans ou Mime, elles ne se présentent pas comme des plateformes de contenu sexuel, donc elles se présentent comme des plateformes de partage de contenu de manière plus large, mais évidemment la quasi-totalité des contenus qui sont présents sur ces plateformes, ce sont des contenus à caractère sexuel et surtout des contenus à caractère sexuel proposés par des femmes avec des consommateurs qui sont en très vaste majorité des hommes. Et donc l'algorithme visibilise les profils qui ont les contenus les plus sexualisés, les plus extrêmes, ceux qui sont le plus susceptibles, encore une fois, de générer de l'argent. Il y a aussi une logique pyramidale, donc quand bien même il y a ce marketing très actif pour faire croire que OnlyFans c'est de l'argent facile, on va pouvoir devenir millionnaire sur OnlyFans très facilement, la réalité de la plateforme c'est que seulement 1% des utilisatrices et utilisateurs de la plateforme génèrent un revenu véritable, donc à savoir quelque chose dont ils peuvent vivre, et que la vaste majorité vont gagner moins de $100 par mois. Et en plus, la logique pyramidale, elle est à deux facettes, puisqu'il y a aussi un mécanisme sur OnlyFans où, lorsqu'on fait venir une autre personne pour créer du contenu sur OnlyFans, on capte un pourcentage sur les revenus de cette personne qu'on a fait venir. Donc en fait, les utilisateurs et les utilisatrices de la plateforme sont encouragés à faire venir davantage de monde. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Et donc il y a une forte présence de ce qu'on appelle de plus en plus les managers, mais qui de manière effective, factuelle, agissent comme des proxénètes puisqu'ils tirent profit de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Donc c'est des personnes qui vont organiser la plateforme de ce qu'on appelle la créatrice de contenu, mais qui peut être très bien une mineure victime de prostitution. Et ils vont eux aussi prendre un pourcentage. Donc ça fait beaucoup de pourcentages qui sont prélevés quand même sur le revenu. Donc glamorisation et marketing, donc ça je vous en parlais, mais pour moi c'est vraiment extrêmement important, c'est au cœur du phénomène, c'est au cœur de la normalisation de la prostitution et du fait que la prostitution des mineurs augmente, à mon sens. C'est qu'aujourd'hui, il y a toute une glamorisation, un marketing. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, tout le monde connaît Pretty Woman. Voilà, la prostitution, dans la culture populaire, ça a souvent été présenté comme quelque chose de glamour. Aujourd'hui, Pretty Woman, c'est vieux, les jeunes connaissent plus trop. Par contre, ce qu'ils connaissent, c'est quotidiennement des vidéos sur les réseaux sociaux avec des influenceuses et des influenceurs qui vont leur expliquer que OnlyFans c'est trop bien, on peut vendre des photos de ses pieds et gagner 5 millions d'euros et devenir super riche et c'est très facile, et puis les garçons ils sont un peu bêtes de payer pour ça, donc pourquoi on les exploiterait pas, c'est franchement vachement libérateur et empouvoirant pour les filles de faire ça. Et voilà, il y a toute une stratégie de manipulation et donc notamment des vidéos lorsque vous regardez des reels sur Instagram ou des vidéos sur TikTok, ces vidéos que vous avez peut-être déjà vu passer, qui sont des formes de micro-trottoirs où quelqu'un va dans la rue, il voit une jeune femme et lui dit « Ah, vous avez combien sur votre compte en banque ?» Et elle dit des sommes exorbitantes, pareil, de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Il dit « Ah, et comment ça se fait? Comment on fait ?» OnlyFans. Et il y a vraiment cette stratégie marketing qui est omniprésente sur les réseaux sociaux et pas forcément ailleurs, parce que ce serait interdit d'avoir des campagnes d'affichage. La publicité de la prostitution est interdite en France. Mais sur les réseaux sociaux, par ces biais un petit peu détournés, les plateformes parviennent à échapper à la loi. Et donc les mineurs, comme je vous le disais, sont ciblés souvent par les proxénètes et les cyberviolences ont un rôle, je l'ai déjà mentionné également, mais ont un rôle vraiment très poreux avec cette exploitation sexuelle en ligne. Donc il a été adopté en juin 2024 une directive au niveau européen, la directive 2024-1385 sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques, qui pour la première
fois cible 4 formes de violences sexuelles, de violence en ligne spécifiques contre les filles et les femmes. Donc c'est le premier instrument qui fait ça. Et ces formes de violence, ce sont le partage d'images intimes sans consentement, y compris le partage d'images intimes fabriquées par intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle communément les deepfakes pornographiques. Les deepfakes, c'est très important de le dire, aujourd'hui, 90% des deepfakes créés sont des deepfakes à caractère pornographique. Dans plus de 80% des cas, ils représentent des filles et des femmes, avec toute une dimension de silenciation et d'humiliation des filles et des femmes en ligne. Et donc notamment, c'est un phénomène qui va cibler les femmes qui participent à la vie publique, qui vont être par exemple des femmes politiques ou des femmes journalistes ou des activistes, voilà. Mais là où c'est pertinent dans notre sujet, c'est que ce phénomène de partage d'images intimes, donc qu'elles soient réelles ou fabriquées, c'est quelque chose qui va être aussi utilisé, comme je le disais, pour faire chanter les filles et les femmes, enfin là, en l'occurrence les mineurs victimes de prostitution, pour les faire chanter, pour les silencer et donc garantir son impunité, c'est-à-dire le moment où la jeune fille veut sortir du système d'exploitation parce que bon, elle se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, si tu dis quelque chose, je partagerai les images. Et puis c'est quelque chose qui va aussi entraîner une revictimisation parce qu'une fois que ces images sont partagées en ligne, aujourd'hui, malgré le fait que cette directive existe et aussi qu'en France, la France est plutôt un pays précurseur en matière législative sur la lutte contre les violences en ligne. On a plus de lois que la plupart des pays européens et donc notamment on a une loi qui interdit la diffusion, la fabrication de ces images en ligne. Cependant, de manière effective, il n'y a aucun moyen de faire retirer ces contenus de manière rapide, long terme. Ça n'existe pas aujourd'hui. Nous, on travaille avec les femmes victimes. C'est pas possible. On écrit aux plateformes. Donc, les plateformes ont une obligation d'avoir des formulaires de signalement. Donc, ils existent, ces formulaires de signalement. Cependant, les plateformes, tout simplement, ne répondent pas pour beaucoup d'entre elles. Ou alors elles refusent mais sans motivation du refus de retrait. Donc du coup on est obligé de passer par les hébergeurs de services internet qui bien souvent sont basés dans d'autres pays que la France, donc ne sont pas soumis à la loi française. Donc c'est aussi tout un processus assez difficile de pouvoir utiliser le droit européen pour les convaincre de bloquer les contenus, etc. Donc c'est long. Or on sait que plus c'est long, plus il va y avoir des téléchargements des contenus qui du coup une fois qu'ils sont bloqués sur un site vont pouvoir réapparaître sur un autre. Parfois, ils sont légèrement modifiés, ces contenus, pour justement ne pas pouvoir être détectés automatiquement. Il existe des techniques, donc ça s'appelle le hachage, je pourrais vous en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse, des techniques pour repérer automatiquement un contenu qui aurait déjà été bloqué et le bloquer directement. Sauf que le fait de modifier un petit peu les contenus, la couleur, distordre un petit peu l'image, ça peut permettre d'échapper à ces mécanismes-là. Donc bref, je vous en passe, mais c'est quasiment impossible de faire retirer ces contenus. Et donc forcément pour les victimes il y a des conséquences qui sont terribles, donc une peur que les contenus soient repostés. Nous les femmes qu'on accompagne elles mettent des Google Alerts pour savoir quand est-ce que les contenus vont être repostés. Certaines subissent de l'extorsion, donc si tu me donnes pas 3 000 €, je vais diffuser ça à ta famille. Certaines sont reconnues dans la rue, elles subissent des agressions, certaines subissent des discriminations à l'emploi. Enfin voilà, c'est vraiment des conséquences qui sont très graves, et sans parler évidemment des conséquences psychotraumatologiques sur la santé mentale et sur la santé physique des filles et des femmes victimes. Toujours dans les cyberviolences, il y a ce qu'on appelle le cyberstalking. Donc c'est la surveillance en continu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent vraiment de suivre à la trace une personne en permanence. C'est-à-dire que si on est dans une relation d'emprise avec quelqu'un, la personne peut à chaque moment savoir où on est. Si on désactive la géolocalisation, hop, coup de fil, comment ça se fait que tu as désactivé la géolocalisation, tu es où, tu fais quoi, etc. Donc vraiment, évidemment, une emprise qui est totale pour la victime. Donc les deepfakes, j'en ai parlé, et le harcèlement sexualisé en ligne, en fait, qui normalise la sexualisation des mineurs. Et parfois, souvent, ce sont des jeunes filles qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel en ligne, qui vont ensuite recevoir ces cadeaux, tout ce processus dont je parlais. Il y a une désensibilisation à la sexualisation de ces jeunes filles par le fait qu'en fait, sur les réseaux sociaux, c'est la norme de recevoir des messages
messages, de recevoir ce qu'on appelle des dick pics ou des images voilà, d'organes sexuels, etc. Et donc, il y a très peu de temps, je suis intervenue lors d'un stage de la FSU sur la pédocriminalité en ligne. Et ce que je disais, justement, les forces de police expliquent qu'il y a 10 ans, les pédocriminels en ligne, on pouvait compter 30 pages de chat avant qu'il y ait une sollicitation à caractère sexuel. Donc, il y avait vraiment tout un long processus de mise en confiance, etc. Aujourd'hui, les analyses qui sont faites, c'est que le moment où l'adulte a sollicité l'enfant, il s'écoule en moyenne 30 secondes avant l'envoi d'une photo à caractère sexuel ou d'une sollicitation à caractère sexuel. Donc un exemple de parcours type vers la prostitution des mineurs qui n'est pas évidemment toujours voilà, la recette, mais c'est un parcours type. Donc comme je vous disais, séduction, compliment, cadeau, etc. Isolement, l'introduction d'un service pour aider le couple juste une fois, ou bien l'envoi initial d'une photo intime sous pression affective. Ah, si tu m'envoies pas une photo, c'est que tu m'aimes pas. Et donc de là, pression, menace, contrôle, chantage. Début de vente sur les plateformes proposées par l'agresseur. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup ce passage par OnlyFans avant la prostitution physique. Et ça, c'est pareil, c'est une forme de désensibilisation. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes filles qui auraient peur si on leur disait tout de suite ah bah viens, on va dans un hôtel. Mais le fait de le faire d'abord sur OnlyFans, avec tout ce que ça entraîne, encore une fois, de désensibilisation, d'exposition aux violences, de psychotrauma, etc., crée le terreau pour ensuite arriver vers une violence physique. Ceci étant dit, nous, dans nos organisations, on considère que la vente de services sexuels sur OnlyFans est déjà de la prostitution. La jurisprudence française estime que s'il n'y a pas de contact physique, on n'est pas dans la définition légale de la prostitution. Nous, on considère que là, on y est déjà. D'autres pays le considèrent dans leur loi. Donc, par exemple, la Suède a adopté l'été dernier une loi qui vient criminaliser l'achat d'actes sexuels en ligne. Donc c'est quand il va y avoir une demande spécifique d'un acte sexuel précis. Donc par exemple un consommateur qui va demander à la personne en ligne voilà, de faire un acte spécifique. Ça peut être de la pénétration sexuelle, ça peut être autre chose. Pas besoin d'entrer dans les détails. Et du coup là ça tombe sous le coup de la loi et c'est considéré comme de la prostitution. C'est pas encore le cas en France, mais ça fait partie de notre mobilisation de plaidoyer. Et ça fait partie de la proposition de loi intégrale avec 78 articles qui a été déposée par 110 parlementaires le 24 novembre que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, les conséquences de la prostitution pour les mineurs, évidemment des violences sexuelles répétées, des violences psychologiques, humiliation, insultes, dévalorisation, et des violences physiques. Ce que ça crée comme mécanisme psychotraumatologique, la dissociation. Donc, la dissociation, c'est un phénomène qui intervient lorsqu'il y a une violence extrême. Ça peut ne pas être une violence sexuelle. Par exemple, souvent les vétérans peuvent, dans le cadre notamment du stress post-traumatique, montrer des signes de dissociation. La dissociation va intervenir lorsqu'il y a cette violence extrême, inattendue, et que du coup le corps va sécréter énormément d'adrénaline et c'est un mécanisme de protection du cerveau qui va entraîner une mise à distance entre ce qui se passe et notre ressenti et du coup qui va avoir des conséquences long terme qui peuvent être liées également avec ce qu'on appelle la mémoire traumatique, donc des troubles de la mémoire qui vont être associés aux souvenirs et c'est très souvent le cas pour les violences sexuelles sur les mineurs, donc la pédocriminalité et l'inceste, avec des dissociations et des troubles de mémoire traumatique qui vont faire que les personnes ne vont se rappeler des faits que des fois des années après. C'est pour ça d'ailleurs qu'on milite pour au moins une prescription glissante à partir de 18 ans ou voire l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs pour permettre des poursuites de ces crimes même bien après les faits. Et pour éviter l'impunité énorme qui existe aujourd'hui. Donc la dissociation, c'est un phénomène très courant. Les troubles anxieux, le stress post-traumatique, sur le cursus scolaire, un effondrement des résultats, de l'absentéisme qui n'était pas là avant, un isolement social, donc une jeune fille par exemple qui va plus trop interagir avec son groupe d'amis, qui va vraiment s'isoler. Il peut y avoir des troubles de l'attention, une fatigue aussi, une fatigue
chronique, une élève qui va être très fatiguée et qui va décrocher. Et voilà, sentiment de honte, culpabilité qui fait également que voilà, ce sont des victimes qui bien souvent ne vont pas elles-mêmes aller chercher de l'aide, aller expliquer ce qui leur arrive, parce qu'il va y avoir un sentiment de culpabilité qui est lié aussi à ce phénomène de je gère, c'est moi qui décide. Le moment où elle se rend compte que finalement ça la dépasse, il y a cette culpabilité de c'est moi qui ai provoqué ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très important de faire cette prévention et d'expliquer les mécanismes, d'expliquer que c'est pas leur faute en fait, qu'il y a tout un système qui est mis en place pour les attirer vers ce phénomène et qu'il y a des gens qui profitent d'elles. Comment on accueille la parole dans ce genre de situation? Donc évidemment, ça peut paraître être des choses logiques, mais ne pas juger, ne pas minimiser. Donc rappeler la loi, rappeler que ce sont des crimes, rappeler que c'est illégal. Ne pas presser la mineure pour raconter des choses qu'elle n'est pas forcément capable ou prête à raconter. Créer un espace calme, rassurer. Donc encore une fois, rappeler qu'elle n'est pas responsable des violences subies. Et puis évidemment, des obligations légales de signalement. Donc notamment obligation générale de protection des mineurs en danger. Je pense que vous connaissez très bien tout ça. La prostitution d'une mineure, évidemment, c'est une situation de danger grave qui tombe sous le coup de ces signalements obligatoires. Il y a une possibilité aussi de signalement au procureur. Et donc la prostitution d'une mineure implique toujours des infractions pénales qui peuvent être signalées au procureur, donc notamment proxénétisme, viol, agression sexuelle, traite des êtres humains, diffusion d'images sexuelles de mineurs. Il peut y avoir d'autres choses. Les ressources que vous pouvez avoir, donc il y a la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, la protection de l'enfance, les services départementaux, le numéro 119 qui concerne l'enfance en danger, le 3919 qui concerne les violences faites aux femmes. Il y a des associations spécialisées dans la lutte contre la prostitution et donc qui ont énormément de ressources sur la prostitution des mineurs, notamment l'Amicale du Nid et le Mouvement du Nid qui sont vraiment des organisations exceptionnelles. Et puis les équipes médico-psychologiques. Donc la prostitution des mineurs, c'est toujours une violence, ce n'est jamais un choix, si vous devez retenir une seule chose. Et puis ce continuum entre les violences en ligne et hors ligne, qui est vraiment très important dans le phénomène actuel. Voilà. Et donc évidemment, notamment dans les établissements scolaires, il y a des enjeux de formation des équipes, de protection des élèves, donc d'avoir des outils de repérage spécifiques et surtout la lutte contre la normalisation de l'hypersexualisation et des violences faites aux femmes. Et donc ça c'est beaucoup les VARS, éducation à la vie affective, merci. À la vie affective, relationnelle et sexuelle, bon, vous connaissez par cœur. Et donc avec une déconstruction, aussi une lecture critique de la pornographie. Ça, on pourra peut-être en parler si ça vous intéresse un peu plus dans la partie échange. Voilà, la pornographie joue un rôle très important aujourd'hui dans les modèles de représentation de la sexualité des jeunes. Et puis voilà, toutes les ressources qui peuvent peut-être vous intéresser. Un livre Last Girl First qui a été écrit par Emma Siby, qui est la directrice d'une association qui s'appelle Cap International, qui parle vraiment de cette dimension intersectionnelle de la prostitution. Pourquoi on dit que la prostitution c'est une violence? C'est aussi parce que les personnes qui se retrouvent exploitées dans la prostitution, ce sont vraiment les personnes les plus vulnérables dans nos sociétés. C'est en majorité des jeunes femmes migrantes, des victimes de la traite des êtres humains, des femmes du Sud global, des filles mineurs isolés, accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, etc. Et donc tout ça, c'est vraiment expliqué avec beaucoup de sources dans cet ouvrage, Last Girl First. Il y a un rapport de FACT-S qui est sur la situation de la prostitution en France. Donc c'est une analyse d'impact de la loi de 2016 avec les impacts positifs, le chemin qui reste à faire, des recommandations, beaucoup de chiffres. Le Mouvement du Nid a aussi un guide pour aider les professionnels qui travaillent avec les jeunes à comprendre et à prévenir le phénomène spécifique de la prostitution des mineurs. Un guide pour aider et soutenir une personne et aussi un guide à destination des proches des victimes.
Il y a aussi un outil en ligne qui s'appelle Dans ma banane, qui est un site internet avec quelque chose d'assez interactif qui est plutôt à destination des jeunes filles elles-mêmes pour comprendre un petit peu les mécanismes à l'œuvre. Il y a aussi le mouvement d'Uni donne des formations gratuites de 2 heures sur la prostitution des mineurs, si vous voulez aussi, pour vos équipes, avoir accès à cette formation. Il y a aussi des formations certifiées Calliope à destination des professionnels qui peuvent être des formations plus longues sur une journée ou sur plusieurs journées. Le Centre Hubertine Auclair a aussi publié en 2023 un rapport que je trouve excellent sur la prostitution des mineurs. Et puis l'étude que je vous ai citée du département de la Seine-Saint-Denis qui analyse plutôt le profil des publics et les mécanismes à l'œuvre du côté des victimes mais aussi du côté des proxénètes mineurs. Voilà, merci.